Le 17 juillet 1883, à 2h30 du matin, le gardien du cimetière de Béziers, qui habitait un petit pavillon au bout du champ des morts, fut réveillé par les jappements de son chien enfermé dans la cuisine. Il descendit aussitôt et vit que l'animal flairait sous la porte en aboyant avec fureur, comme si quelque vagabond eût rôdé autour de la maison. Le gardien Vincent prit alors son fusil et sortit avec précaution. Son chien partit en courant dans la direction de l'allée du général Bonnet et s'arrêta net auprès du monument de madame Thomoiseau. Le gardien, avançant alors avec précaution, aperçut bientôt une petite lumière du côté de l'allée Malenvers. Il se glissa entre les tombes et fut témoin d'un acte horrible de profanation. Un homme avait déterré le cadavre d'une jeune femme ensevelie la veille, et il le tirait hors de la tombe. Une petite lanterne sourde, posée sur un tas de terre, éclairait cette scène hideuse. Le gardien Vincent, s'étant élancé sur ce misérable, le terrassa, lui lia les mains et le conduisit au poste de police. C'était un jeune avocat de la ville, riche, bien vu, du nom de Courbataille. Il fut jugé, le ministère public rappela les actes monstrueux du sergent Bertrand et souleva l'auditoire. Des frissons d'indignation passaient dans la foule. Quand le magistrat s'assit, des cris éclatèrent. « À mort! À mort !» Le président eut grand-peine à faire rétablir le silence. Puis il prononça d'un ton grave. « Prévenu, qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» Courbataille, qui n'avait point voulu d'avocat, se leva. C'était un beau garçon, grand, brun, avec un visage ouvert, des traits énergiques, un œil hardi. Des sifflets jaillirent du public. Il ne se troubla pas et se mit à parler d'une voix un peu voilée, un peu basse d'abord, mais qui s'affermit peu à peu. Monsieur le Président, Messieurs les jurés, j'ai très peu de choses à dire. La femme dont j'ai violé la tombe avait été ma maîtresse. Je l'aimais. Je l'aimais, non point d'un amour sensuel, non point d'une simple tendresse d'âme et de cœur, mais d'un amour absolu, complet, d'une passion éperdue. Écoutez-moi. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, j'ai ressenti en la voyant une étrange sensation. Ce ne fut point de l'étonnement ni de l'admiration, ce ne fut point ce qu'on appelle le coup de foudre, mais un sentiment de bien-être délicieux, comme si on m'eût plongé dans un bain tiède. Ses gestes me séduisaient, sa voix me ravissait, toute sa personne me faisait un plaisir infini à regarder. Il me semblait aussi que je la connaissais depuis longtemps, que je l'avais vue déjà. Elle portait en elle quelque chose de moi, en son esprit quelque chose de mon esprit. Elle m'apparaissait comme une réponse à un appel jeté par mon âme, à cet appel vague et continu que nous poussons vers l'espérance durant tout le cours de notre vie. Quand je la connus un peu plus, la seule pensée de la revoir m'agitait d'un trouble exquis et profond. Le contact de sa main dans ma main était pour moi un tel délice que je n'en avais point imaginé de semblable auparavant. Son sourire me versait dans les yeux une allégresse folle, me donnait envie de courir, de danser, de me rouler par terre. Elle devint donc ma maîtresse. Elle fut plus que cela. Elle fut ma vie même. Je n'attendais plus rien sur la terre, je ne désirais rien, plus rien, je n'enviais plus rien. Or, un soir, comme nous étions allés nous promener un peu loin le long de la rivière, la pluie nous surprit. Elle eut froid. Le lendemain, une fluxion de poitrine se déclara. 8 jours plus tard, elle expirait.
Pendant les heures d'agonie, l'étonnement, l'effarement m'empêchèrent de bien comprendre, de bien réfléchir. Quand elle fut morte, le désespoir brutal m'étourdit tellement que je n'avais plus de pensée. Je pleurais. Pendant toutes les horribles phases de l'ensevelissement, ma douleur aiguë, furieuse, était comme une douleur de fou, une sorte de douleur sensuelle, physique. Puis, quand elle fut partie, quand elle fut en terre, mon esprit redevint net tout d'un coup et je passai par toute une suite de souffrances morales si épouvantables que l'amour même qu'elle m'avait donné était cher à ce prix-là. Alors entra en moi cette idée fixe. Je ne la reverrai plus. Quand on réfléchit à cela pendant un jour tout entier, une démence vous emporte. Songez, un être est là que vous adorez, un être unique, car dans toute l'étendue de la terre, il n'en existe pas un second qui lui ressemble. Cet être s'est donné à vous. Il crée avec vous cette union mystérieuse qu'on nomme l'amour. Son œil vous semble plus vaste que l'espace, plus charmant que le monde, son œil clair où sourit la tendresse. Cet être vous aime. Quand il vous parle, sa voix vous verse un flot de bonheur. Et tout d'un coup, il disparaît. Songez. Il disparaît non pas seulement pour vous, mais pour toujours. Il est mort. Comprenez-vous ce mot? Jamais, 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 nulle part cet être n'existera plus. Jamais cet œil ne regardera plus rien. Jamais cette voix, jamais une voix pareille, parmi toutes les voix humaines, ne prononcera de la même façon un des mots que prononçait la sienne. Jamais aucun visage ne renaîtra semblable au sien. Jamais. Jamais. On garde les moules de statues, on conserve des empreintes qui refont des objets avec les mêmes contours et les mêmes couleurs. Mais ce corps et ce visage, jamais ils ne reparaîtront sur la terre. Et pourtant, il en naîtra des milliers de créatures, des millions, des milliards, et bien plus encore. Et parmi toutes les femmes futures, jamais celle-là ne se retrouvera. Est-ce possible? On devient fou en y songeant. Elle a existé 20 ans, pas plus, et elle a disparu pour toujours, pour toujours, pour toujours. Elle pensait, elle riait, elle m'aimait, plus rien. Les mouches qui meurent à l'automne sont autant que nous dans la création, plus rien. Et je pensais que son corps frais, chaud, si doux, si blanc, si beau, s'en allait en pourriture dans le fond d'une boîte sous la terre. Et son âme, sa pensée, son amour, où? Ne plus la revoir. Ne plus la revoir. L'idée me hantait de ce corps décomposé que je pourrais peut-être connaître pourtant, et je voulus le regarder encore une fois. Je partis avec une bêche, une lanterne, un marteau. Je sautai par-dessus le mur du cimetière. Je retrouvai le trou de sa tombe. On ne l'avait pas encore tout à fait rebouché. Je mis le cercueil à nu et je soulevai une planche. Une odeur abominable, le souffle infâme des putréfactions me monta dans la figure. Oh, son lit parfumé d'iris! J'ouvris la bière cependant, et je plongeai dedans ma lanterne allumée, et je la vis. Sa figure était bleue, bouffie, épouvantable. Un liquide noir avait coulé de sa bouche. Elle, c'était elle. Une horreur me saisit. Mais j'allongeai le bras, et je pris ses cheveux pour attirer à moi cette face monstrueuse.
C'est alors qu'on m'arrêta. Toute la nuit, j'ai gardé, comme on garde le parfum d'une femme après une étreinte d'amour, l'odeur immonde de cette pourriture, l'odeur de ma bien-aimée. Faites de moi ce que vous voudrez. Un étrange silence paraissait peser sur la salle. On semblait attendre quelque chose encore. Les jurés se retirèrent pour délibérer. Quand ils rentrèrent au bout de quelques minutes, l'accusé semblait sans crainte et même sans pensée. Le président, avec les formules d'usage, lui annonça que ses juges le déclaraient innocent. Il ne fit pas un geste et le public applaudit.